Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à nos invités. C'est la deuxième table ronde qu'on organise autour d'une recherche. Depuis la nouvelle codirection du PROS, il y a 3 formats qui sont développés: rencontre autour d'une thèse, rencontre autour d'une publication et là, rencontre autour d'une recherche. Cette recherche, architecture et précarité, passer la recension, c'est une plateforme qui a débuté en 2019, qui a été présentée à différents endroits, mais pas à l'école. Donc on est très heureux en fait de pouvoir faire connaître en fait ce gros travail qui a été mené et qui est encore en cours et qu'on espère va continuer à être diffusé, se développer, etc. Donc je vais laisser la parole aux organisatrices de cette table. Je voulais les remercier, Stéphanie Dadour, Elisabeth Essaillant, et on pourrait aussi remercier Laetitia Auvernay, qui est aussi une des fondatrices de cette plateforme, et Pascal Faure pour toute l'organisation de cet événement. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Solène. Effectivement, c'est la première fois qu'on présente cette plateforme à Belleville de manière collective, mais en réalité, on la présente déjà depuis un certain temps au sein de nos enseignements respectifs. Mais surtout, je trouvais que c'était important quand même de rendre visible ce travail, surtout au bout de 5 ans en fait, de sa conception, et j'étais très contente aussi de pouvoir inviter aujourd'hui les différents contributeurs, les plus premiers, les plus anciens, pas en âge, mais en temps de participation, donc Emmanuelle Colboc, qui était notre première contributrice extérieure, puisqu'on avait commencé nous-mêmes à rédiger, on vous expliquera la cuisine un peu interne un peu plus tard, mais Emmanuelle était la première à faire un peu comme ça, prendre la relève et rédiger un article pour cette plateforme. Ensuite, donc, on a Bérénice, Lucille Bernard, la plus récente finalement, puisqu'elle est encore étudiante, un master 2, et a fait un travail sous ma direction au sein du séminaire Rendre visible, qui a été éclairé sur la plateforme. Bérénice Bourgoin, j'ai eu le plaisir de travailler dans le cadre d'un travail portant sur l'architecture et la précarité, qui a un certain nombre aussi de projets ici. Et Cyril Lanac, beaucoup d'entre vous connaissent Emmanuelle Colboc, puisqu'il enseigne à Belleville, et là, on retrouve aussi des projets d'expérience pédagogique. Donc peut-être pour démarrer, Solène disait que donc, la plateforme, ce programme de recherche a démarré en 2019, mais en réalité, si on revient un petit peu en arrière, il a été initié en 2018 et initié à la demande en réalité des étudiants qui sont venus de manière extrêmement formelle nous solliciter, d'ailleurs Cyril a également été sollicité, pour animer une des 4 tables rondes portant sur le thème de l'exil et l'immigration. Donc ça c'était en 2018. Et donc j'avais dit oui, à l'époque je ne travaillais pas vraiment sur ces questions-là. J'avais accepté d'organiser une table ronde sur la manière dont les architectes s'emparaient de ce sujet. J'avais donc invité Pascal Geoffroy autour de son travail au sein de sa structure Système B, Julien Beller, Valentine Bichardaz, Sébastien Thierry, fondateur du collectif Pérou, et qui avaient chacun des approches et des réalisations sur ce sujet avec des postures très différentes, parfois opposées, je ne dirais pas conflictuelles, mais dans tous les cas vraiment avec des approches très contrastées. Et à l'issue de ces échanges, et de manière un peu informelle, avec Laetitia Auvernay, Solène a évoqué le nom, nous avons fait le constat que de fait il y a énormément de choses qui se font dans ce domaine, mais en réalité toutes ces démarches, toutes ces réponses restent très peu éclairées, restent assez confidentielles. En tous les cas, elles sont parcellaires, les connaissances sont parcellaires, éparpillées, et chacun travaillant souvent de manière isolée, ne prenant pas nécessairement le temps de rendre visibles tous ces projets. Donc cette absence de ressources communes ne permettait pas du coup de questionner réellement ces productions, enfin de les évaluer, et on n'avait pas vraiment une vision d'ensemble, ni en France, ni ailleurs, tout au moins à cette période-là.
Et cette connaissance manquait aussi dans le champ professionnel, puisque les professionnels n'avaient pas accès à toutes ces démarches, on pourrait dire, alternatives, et de ce fait, peut-être ne se lançaient pas et ne s'autorisaient pas à aller vers ces démarches par méconnaissance. Donc, pourquoi je fais tout ce préambule? C'est pour dire que cette recherche qu'on va montrer est un dispositif assez particulier, parce que ce n'est pas tout à fait habituel pour nous de se lancer dans un travail de recension, ce n'est pas forcément le cœur du travail d'un chercheur. Mais dans tous les cas, à ce moment-là, en 2018, c'est la réponse la plus juste qui nous est apparue, parce qu'on n'avait pas cette connaissance-là. On va commencer par faire un état des lieux, une recension pour déjà, avant même de commencer à soumettre toutes ces différentes réflexions, actions, projets à une critique et à un travail d'investigation et de réflexion. Donc au commencement de cette vaste enquête, on était deux, avec un certain nombre d'acteurs, vous trouvez les noms au dos, puisqu'on fait partie du comité scientifique. Deux, c'était donc Laetitia Aubernet et moi-même. Et tout le travail au départ, avec deux assistantes de recherche, a consisté vraiment à réfléchir à quel type d'objet finalement on avait recensé sur cette plateforme. Et nous avons, au bout d'un certain temps, dégagé 5 catégories d'objets: recherche et publication, transformation spatiale, action sociale et artistique, expérience pédagogique et plateforme et collective. Et dans un premier temps, nous sommes vraiment focalisés sur une aire géographique restreinte, qui était l'Île-de-France, pour pouvoir évidemment commencer à faire quelque chose de jouable, de faisable, de sérieux sur un petit périmètre, qui était déjà très grand, et en rentrant par une thématique qui était celle de migration, c'est-à-dire celle sur laquelle nous avions sollicité au départ. Et pour décrire ces différents objets de différentes natures, nous avons établi une trame rédactionnelle qui renseignait les cadres et les moyens de production, les références qui sont mobilisées par les différents acteurs qui ont interrogé, les processus de la réalisation, la forme, voire parfois la réception lorsqu'il s'agissait de publication ou par exemple de projets de transformation spatiale. Donc donc rédaction sous forme de fiches illustrées qui étaient basées sur des sources très différentes, articles scientifiques, articles de presse, tout ce qui se donnait à voir sur les sites d'agences d'architecture, mais aussi des thèses, des mémoires, et des entretiens lorsque les informations manquaient, sachant que sur certains sujets, il y avait vraiment très peu d'informations, il fallait vraiment aller chercher auprès des acteurs concernés pour réussir à rassembler cette information. Alors, en 2020, Laetitia et Elisabeth me contactent. Je venais tout juste de m'affilier à l'Institut Convergence Migration, qui est un institut en gros qui rassemble des chercheurs de disciplines variées pour travailler ensemble autour des migrations. Donc Laetitia et Elisabeth me contactent pour les accompagner dans ce travail. Il était question à ce moment-là de réfléchir en termes de publication, d'exposition, de manière à valoriser ce travail de recension et de fiches. Et là où je dirais, voilà, je suis rentrée dans l'équipe parce que je trouvais aussi intéressant de ne pas arrêter cette recension. C'est-à-dire qu'au bout de 2-3 ans, si on avait recensé 100 projets, forcément ils allaient être datés et qu'il serait dommage d'avoir fait ce travail et de ne pas lui permettre d'évoluer au fil du temps. Donc je leur ai proposé, plutôt que de penser en termes d'un objet fini, de penser en termes de base de données et donc d'élaborer une plateforme qui nous permettrait d'avoir un objet qui puisse être voilà, alimenté au fur et à mesure des années. C'est la raison pour laquelle on a travaillé avec des web designers, donc Élise B et Kevin Donon, qui nous ont accompagnés dans la mise en place de cette plateforme. Donc la plateforme, voilà, aujourd'hui elle a cette forme-là, mais dans 2 ans, si on souhaite changer la forme, la base de données demeure. Donc c'est aussi un travail d'archivage, ce n'est pas uniquement un travail de site web à la mode, on va dire. Et pour ce faire, on s'est dit qu'il serait intéressant de ne pas s'adresser uniquement aux architectes, mais d'ouvrir un peu plus et de s'adresser à un public plus varié, sachant qu'aujourd'hui, énormément d'acteurs sont impliqués dans des projets qui adressent, ou en tout cas qui s'intéressent aux questions de précarité et de vulnérabilité.
Raison pour laquelle nous avons donc, comme vous le voyez à l'écran, 5 parties qui nous permettent de parcourir la plateforme, soit selon des projets depuis la chronologie, depuis les mots-clés, la localisation, les acteurs et les projets. On va vous montrer tout ça. Et je dirais qu'au fil du temps, ce sont les conjonctures et les rencontres avec des stagiaires qui ont aussi déterminé le contenu de cette plateforme. Et c'est là où c'est intéressant. Donc, nous sommes partis des migrations. Nous étions plusieurs à travailler là-dessus. Ensuite, Elisabeth et moi avons travaillé sur le thème de la psychiatrie dans nos pédagogies. Donc moi, je suis enseignante à Malaquais et Elisabeth à Belleville. Donc il y a des stagiaires qui nous ont accompagnés et qui ont, comme on le verra tout à l'heure dans les discussions, recensé des projets qui posent des questions liées toujours aux spatialités, mais depuis la psychiatrie. Pauline Fleury, qui est aujourd'hui avec nous, qui est stagiaire en ce moment depuis aujourd'hui à l'IPROS, et la semaine dernière, elle était encore avec nous à ACS, nous a contactés pour nous accompagner sur un travail sur les femmes et le féminisme. Donc encore une fois, on verra que de nombreux projets portent là-dessus, etc. etc. Donc voilà, l'entrée chronologique, on va vous montrer 2 exemples. Le projet Zone Libre, qui est, je dirais, le plus récent que l'on a recensé, un projet qui date de 2027. C'est un lieu de vie en semi-collectif qui a été conçu par l'Atelier 43. Et le plus ancien serait celui des maisons tropicales réalisées en 1951 par Prouvé à Brazzaville. Donc voilà, je vous montre ces 2 exemples uniquement pour vous montrer l'écart très grand entre des projets qui n'ont rien à voir a priori, mais qui finalement voilà, ont quand même des lieux communs, ou au moins des thématiques communes. Ensuite, si on fait une recherche par migration, donc on va retourner à nos origines, on va aller dans migration. Et puis, comme l'a dit Elisabeth tout à l'heure, il y a différentes catégories. Donc dans migration, si on prend le premier projet, Architecture and Refugees, on tombe... non, désolé, c'est refuge finalement, oui. C'est un projet dans la catégorie action sociale et artistique. Donc ce n'est pas un projet d'architecture, mais il s'intéresse aux spatialités. La spatialité demeure quand même le noyau central de toute cette recherche. Voilà, c'est un projet d'exposition, de catalogue, de publication, qui s'intéresse aux intimités en migration et qui regarde donc à la fois les portraits des gens, mais aussi les espaces de vie et les espaces intimes de ces personnes-là. Ensuite, une autre entrée, je te passe la main. Une autre entrée, c'est donc une entrée par la carte, ça me semblait extrêmement important aussi. J'ai dit qu'au départ, nous sommes partis sur un périmètre assez restreint qui était l'Île-de-France, mais par référence des uns et des autres, on a commencé à élargir le périmètre, enfin, les zones géographiques, et cette carte nous sert à la fois de montrer les différentes catégories que nous avons énumérées tout à l'heure, transformation spatiale, recherche et publication, action sociale et artistique, plateforme et expérience pédagogique, mais également ça nous permet de voir sur cette carte des manques, et comme ça on flèche aussi quelque part le développement de la plateforme suivant telle ou telle géographie qu'on n'aurait pas éclairée. On fait beaucoup de choses sur l'Afrique, donc on est en train de recenser là-dessus. Là par exemple, typiquement, c'est un projet de publication qui est réalisé par Sonia Blanc à l'Université de Montréal et qui recense des pratiques inclusives documentées dans un catalogue de pratiques novatrices, ou par exemple une expérience pédagogique. Expérience pédagogique, donc là on va par exemple avoir cet exemple plus ancien, puisque depuis 1993, de Rural Studio, qui est aussi, qui a été créé en 1993 par Samuel Morbet à l'Université de Bern aux États-Unis, et consistait à valoriser la dimension sociale et morale du rôle de l'architecte et les enseignements où les étudiants sont conduits à construire par eux-mêmes. On verra bien sûr les différents échos que peut avoir aussi avec l'enseignement qui est conduit par Sylvie Lanard avec cette insistance sur la réalisation à l'échelle 1-1. Enfin, autre porte d'entrée dans les objets, ça peut être les acteurs.
Et là, donc, vous voyez que c'est classé par ordre alphabétique. On va prendre la dernière lettre de l'alphabet, Z. Là, par exemple, on a un projet de l'agence ZAV Architecture, des architectes et designers iraniens qui ont fait une réalisation portant sur l'accueil des jeunes filles orphelines en Iran. Alors, comme vous voyez, dans chacun de ces onglets, on a une fiche. Ce sont des fiches qui sont rédigées, donc des images, etc. Par contre, la dernière catégorie, projet, le dernier onglet, la violet, projet, a un autre intérêt, visant toujours un public différent, donc plutôt ici des collectivités, des associations, etc., qui leur permettent aussi de faire des recherches par différents mots-clés, notamment nous, ce qui nous a beaucoup intéressé, c'est le budget. C'est une donnée que l'on retrouve très rarement en architecture, en tout cas, c'est toujours un peu le maillon manquant de nos recherches, et on s'intéresse aussi à cette donnée pour être capable d'approcher des personnes pour qui le budget permettrait ou pas de faire certains projets à certaines échelles. Donc voilà, on essaye de renseigner autant que possible par différentes entrées. C'est ça aussi le travail de recherche, et c'est dans cette mesure-là que les stagiaires passent beaucoup de temps à faire des entretiens, à contacter des gens, etc. Mais ça donne une vision globale de ces projets. Peut-être également, on ne va pas tout montrer, on vous invitera aussi à aller chercher, mais on a également une bibliographie dans les références qui peut être classée par ordre alphabétique ou thématique. Et depuis un an, on a mis également des actualités qui permettent de voir la manière dont la plateforme a été montrée dans différents lieux, le pavillon de l'Arsenal, la maison d'architecture, lors des colloques, et ça renvoie évidemment à d'autres ressources parce qu'il y a des enregistrements vidéo et donc là, le mieux, c'est qu'on puisse presque passer tout de suite à l'illustration et la manière dont les différents contributeurs sont arrivés là-dedans. Juste un mot pour dire qu'au départ, effectivement, cette recension, c'était nous, les rédacteurs des premières fiches, puis ensuite, ça s'est élargi, comme disait Stéphanie, aux différents contributeurs, stagiaires ou assistants qu'on aurait pu avoir dans ce projet. Et à un moment donné, cette trame que nous avons élaborée de rédaction des fiches, nous l'avons soumis en sollicitant en fait, différents acteurs, en l'occurrence dans les premiers c'était Emmanuel Kolbock, et Emmanuel, quand on a envoyé notre trame, finalement elle l'a rempli et l'article s'est écrit tout seul, donc on n'a eu quasiment rien à retoucher, si ce n'est faire juste titre lecture éditoriale, et donc à partir du moment, en fait, à partir de ton exemple, on va dire, on s'est dit mais finalement on peut très bien aussi parfois déléguer, et ça permet d'avoir aussi encore plus de participants et finalement des rédactions, même si elles sont dans la même trame, avec des voix qui sont multiples. Peut-être qu'on va justement passer au projet qui est éclairé sur notre plateforme que tu as conçue. Oui, merci. Moi je trouve passionnant ce travail-là, mais c'est vrai qu'on est dans une école d'architecture, on est dans des écoles d'architecture, et que pour moi, ces sujets-là sont des sujets magnifiques pour transmettre le mieux possible la pédagogie du projet. Il y a une énorme consonance humaine qui est extrêmement forte dans tous ces sujets-là, et c'est un sujet très important pour moi. Ce bâtiment, juste pour en parler rapidement, c'est une opération que j'ai eue par concours. Donc là aussi, dans la plateforme, on a toujours l'impression qu'on va rencontrer les maîtres d'ouvrage, ou les maîtres d'ouvrage vont venir nous chercher comme architectes, alors qu'on est bloqué entre architectes et maîtres d'ouvrage par la commande publique, par l'institution, notre concours, etc., qui malheureusement clôt un peu le dialogue qui pourrait être facile. Je parle peut-être à partir d'un certain budget. En tout cas, cette opération à Mantes-la-Jolie, c'est deux bâtiments, l'un pour l'enfance, c'est celui que vous êtes en train de voir sur l'écran, et l'autre pour l'adolescence, deux bâtiments dans une même rue, des enfants qui sont mis en danger par leur propre famille, donc des enfants qui sont récupérés par la DAS, qui arrivent en général la nuit, au mieux en pyjama, mais souvent tout nus ou en quart de police parce que c'est des drames. Et en fait, la société, nous payons des impôts pour que ces enfants soient récupérés dans des centres d'accueil d'urgence. Le nom évolue en ce moment, peut-être que certains connaissent ce programme. Et l'enfant reste entre 3 mois, 6 mois, et seulement 30% d'entre eux retournent dans leur famille, tous les autres sont en famille d'accueil. Malheureusement, on entend beaucoup de problèmes de familles d'accueil aussi en ce moment, je ne sais pas si vous suivez un peu ces programmes. Bref, c'est assez remarquable de voir que la société prend le relais.
Une personne et demie adulte par enfant dans les 24 heures de rotation de fonctionnement. Donc c'est énorme, quoi. 30 enfants égale 45 personnes qui s'occupent d'eux. Voilà. Moi j'ai été très impressionnée par ce lieu-là quand je l'ai visité. Pour faire celui-là, je suis allée voir le centre d'accueil qu'ils nous ont proposé, qui était un centre de colonie de vacances absolument sinistre à Versailles, avec des allèges, 1,40 m pour que surtout les enfants ne voient pas dehors, c'était sinistre. Et puis, c'est des enfants qui sont profondément traumatisés par les adultes, donc il y a cette relation, c'est d'une intensité incroyable. Et ce programme, j'aime beaucoup l'utiliser comme projet pour les étudiants en master, parce que ça ouvre la question de l'architecture par la question absolument de la psychologie et de l'empathie qu'on doit avoir en tant qu'architecte. Donc c'est un programme qui m'a beaucoup passionnée, que je continue à transmettre aussi à cet élève. En tout cas, c'était une commande publique, hein, c'était un concours commande publique, donc dans un contexte financier, voilà, c'est des projets, je crois qu'on a eu, je ne sais plus le budget, mais enfin, c'était un projet correct. L'autre, je sais plus. 7,9 millions. Ça doit être ça, voilà, c'est ça, c'est une petite quinzaine de millions. L'autre chose aussi, c'est que enfin, je trouve magnifique cette plateforme. Je pense que c'est vraiment hyper important de pouvoir avoir comme ça, de pouvoir échanger toutes ces expériences. Mais je mettrai juste cette petite remarque sur l'histoire de la commande. Parce que justement, en tant qu'architecte, quand on travaille sur ces lieux-là, on souffre d'être, souvent pour les programmes, on souffre d'être bloqué par le système concours. Vous savez, concours public égale on est anonyme, on ne peut même pas défendre notre copie quand elle est jugée par un jury qui de plus en plus juge de façon très parcellaire nos projets, alors qu'évidemment c'est une totalité de réflexion qu'on mène au travers de nos projets, mais on n'est pas là pour les défendre. Donc voilà, c'est regrettable que la société continue à nous mettre à côté, mais ça c'est le système, c'est pas du tout le sujet de cette table ronde, mais pour ces programmes-là, je trouve que c'est extrêmement regrettable. Et du coup, je vais juste conclure par ça, avant de passer la parole, c'est des personnes qu'il faut absolument atteindre avec ça, ce sont les assistants maîtres d'ouvrage. Parce que les assistants, peut-être que vous savez déjà, je pas du tout demain, mais les assistants maîtres d'ouvrage sont les intermédiaires entre un organisme qui veut construire son bâtiment, qui n'y connaît rien, et va s'adresser à ces gens-là, qui vont leur préparer le terrain, si je puis dire, au sens propre, parce qu'ils peuvent même faire des faisabilités, en général, ils n'ont pas du tout les compétences, des faisabilités pour savoir s'ils peuvent mettre 50 mètres carrés ou 500 mètres carrés dans une parcelle impartie, etc. Et ces gens-là ont un rôle intermédiaire très important, et ils ne sont pas encore dans la procédure de commande publique. C'est vrai que là, je raisonne commande publique, hein, ce qui n'est pas la plupart des exemples que vous montrez. C'est important de parler de ça. Non, c'est important la manière dont on arrive à ça, cette connaissance-là, et c'est la question que tu soulèves déjà, et on reprendra peut-être tout à l'heure, de comment, en fait, qui on informe grâce à cet outil, enfin, qui on vise. Au début, on visait, le fait, et Stéphanie le disait, aussi, avant les enseignants, avant les étudiants, avant, disons, notre communauté qu'on a déjà en partage, c'est aussi, voilà, sous quelle forme on informe l'acteur décisionnaire et comment il arrive ou pas sur ces objets-là, et c'est quelque chose qui nous préoccupait beaucoup. Et après, il faudrait effectivement faire une évaluation, est-ce qu'on y arrive en fait, est-ce qu'on y arrive à l'atteindre. Voilà, on a eu quelques retours, effectivement, il faudrait vraiment investiguer cette question-là. Et surtout que de plus en plus d'étudiants pratiquent dans les métiers de l'architecture et non seulement dans la maîtrise d'œuvre. Il y a de plus en plus d'étudiants d'archi diplômés qui vont être AMO et donc qui peuvent être vraiment acteurs de manière différente de poser des projets avant même que la commande ne soit décidée. Donc là, on va passer à un autre projet, enfin une autre manière aussi d'ailleurs d'arriver sur nous, sur cette plateforme, puisque, comme vous disait Stéphanie, au fil de l'eau, nos propres enseignements, nos propres préoccupations de recherche, nous changeons aussi de thématique, et c'est trouve qu'effectivement, toutes les deux, nous avons été amenés à travailler sur la question de la psychiatrie. Bon, ça a pris peut-être plus d'importance maintenant dans mon parcours, parce que je travaille aussi avec
la chaire de philosophie à l'hôpital, pour ceux qui ont suivi les enseignements. Et c'est comme ça qu'on a rencontré Bérénice Bourgoin, c'est dans ce cadre-là, parce que nous avons commencé à travailler notamment sur la question de l'autisme. Et Bérénice travaille au sein de l'agence de Lila et Giviland depuis donc maintenant 2 ans, si je ne me trompe pas. Un peu moins, presque. Et donc je te laisse peut-être justement me dire comment tu es allée, parce que je pense que pour les étudiants, ça peut être important de comprendre ta place au sein de l'agence, qui n'est pas forcément une place habituelle pour quelqu'un qui est diplômé en architecture. Donc voilà, moi je travaille en tant qu'architecte chercheuse au sein de l'atelier Tolia plus Giviland, qui est un atelier d'architecture et d'urbanisme. Et donc il y a 1 an et demi, l'atelier a lancé un programme de recherche à la demande de la fondation L'élan retrouvé, donc qui est une fondation qui a plusieurs établissements dédiés à la santé mentale donc en Île-de-France et un peu alentour. Et donc cette fondation porte et soutient un projet de recherche donc, sur les liens entre architecture et psychiatrie. Donc, je vais faire un défilé pendant que tu parles peut-être des projets. Donc l'atelier a réalisé 3 établissements donc de soins entre 2015 et 2023, donc un hôpital de jour pour enfants souffrant de troubles du spectre autistique, donc qui est situé à Chevilly-la-Rue, un foyer d'accueil médicalisé donc pour adultes avec autisme, situé sur le site de l'hôpital Lovive à Soisy-sur-Seine, qui est un hôpital qui a été dessiné dans les années 60 par l'architecte Nicole Sonnelet. Et un 3e projet d'un bâtiment d'atelier thérapeutique et d'hôpital de jour sur le centre Gilbert Raby, qui est un établissement spécialisé en addictologie et qui est situé à Meulan-en-Yvelines. Donc aujourd'hui, au sein de l'atelier, moi je travaille exclusivement sur ce projet de recherche et sur un projet de publication qui retrace le récit de la conception de ces 3 projets. Donc ce qui était important dans ces 3 projets, c'est que c'est une conception qui s'est faite en concertation entre les équipes architectes et les équipes médicales. Donc l'idée c'était de mettre en place un dialogue interdisciplinaire pour comprendre les besoins spécifiques, donc aussi bien des usagers soignés que des professionnels soignants qui allaient accompagner les personnes. Donc on parle de besoins spécifiques en termes de sensibilité, de relations entre les différents espaces thérapeutiques, mais aussi bien de besoins spécifiques en termes de dimensionnement pour accueillir les matériels spécifiques à certaines thérapies. Et donc ce dialogue-là, il a permis aux équipes architectes de faire des allers-retours sur leurs propositions architecturales. Et par exemple, pour le projet d'hôpital de jour de Chevilly-la-Rue, qui a été, la maîtrise d'ouvrage était L'élan retrouvé, et directement une interlocutrice, donc Mélanie Ferreri, qui est psychiatre et chef de service aujourd'hui, a été désignée comme interlocutrice, et elle permettait de faire cette passerelle entre les équipes, les familles des enfants et les enfants qui allaient être accueillis dans cet hôpital de jour, donc c'est des enfants qui ont entre 4 et 14 ans. Et en fait, le projet architectural il venait soutenir un besoin de transformation du projet médical, c'est-à-dire qu'à l'origine, l'hôpital de jour il était réparti dans 3 bâtiments fragmentés et ça créait un clivage au niveau des équipes et du fonctionnement quotidien. Donc il y avait cette demande d'avoir un bâtiment unitaire et de plein pied pour pouvoir rassembler les parcours des professionnels soignants, non soignants et des enfants. Et donc finalement c'était très spatial comme demande par rapport à leur pratique. Il y a eu plusieurs allers-retours. Par exemple, l'atelier avait proposé, dans un bâtiment unitaire, ils avaient proposé de mettre un patio au centre pour démultiplier les arrivées lumineuses, avoir plus de façades. Et ce dialogue interdisciplinaire a permis en fait, de corriger certaines intentions et de les ajuster aux besoins spécifiques. Parce que par exemple, c'est ce qui se faisait beaucoup, la figure du patio dans ce type d'établissement en 2015, donc au début des études, et Mélanie Ferreri, la psychiatre, a vraiment dit que pour des personnes avec autisme, le fait de pouvoir déambuler, de tourner en rond autour d'un même espace, c'est très néfaste. Et donc tout ça, c'était des ajustements qui se faisaient au fur et à mesure d'échanges. Donc
On est toujours sur le projet de Chevilly. Donc plutôt que les patios, c'est quoi? C'est des espaces longitudinaux. Dans ce projet-là, du coup, c'était Alors, les enfants, ils sont aussi amenés, ils bougent beaucoup, il y a des déambulations multiples et répétées. Là, c'était plutôt d'avoir des circulations assez linéaires et toujours ouvertes sur l'extérieur pour permettre aux enfants de se projeter, d'aller dehors et vraiment d'accompagner cette réinsertion parce qu'ils sont admis dans le projet de réintégrer un parcours scolaire. Et donc l'idée là c'était de soutenir vraiment les allées et venues entre l'intérieur et l'extérieur, les espaces, il y a des multiplications de petits espaces d'ateliers thérapeutiques et qui possèdent tous un lien, donc soit des portes ou des grandes baies vers l'espace de jardin qu'est la cour. Et après, là c'est là où l'équipe architecte a fait des propositions aux équipes médicales, c'était en termes de matérialité, donc là il y avait besoin de créer une ambiance domestique, chaleureuse et familiale pour des enfants. Et donc là, ça a été fait donc, avec du bois donc en façade et à l'intérieur, et aussi de proposer justement des expériences sensorielles par l'odeur que peut dégager le bois, sa température, qui sont proches aussi d'expériences menées dehors. Ce travail sur la matérialité, il a été aussi beaucoup développé pour le projet du foyer d'accueil médicalisé donc à Soisy-sur-Seine, donc pour adultes souffrant de troubles du spectre autistique. Et donc pareil, on était toujours dans une conception en concertation avec les équipes médicales. L'intermédiaire sur ce projet, c'était le docteur Nelly Gaillard-Janin, qui est psychanalyste, et qui vraiment, dès le début des échanges, a précisé les différentes adaptations aux troubles qui devaient être portés en fait par le projet architectural. Donc c'était aussi bien une adaptation à une perte de sensation des limites corporelles, donc elle allait pouvoir être soutenue par l'utilisation du bois en revêtement et pour le mobilier intégré donc dans les espaces de chambre, mais aussi bien l'adaptation à une hypersensibilité acoustique à laquelle le bois répondait aussi, le fait de ne pas pouvoir traverser un matériau qui se dégrade moins et le fait d'avoir un environnement qui ne s'abîme pas, ça renforce aussi l'image et l'estime de soi parce qu'on n'a pas envie de dégrader un environnement en fait, qui se maintient. Donc voilà, c'était des échanges ensemble pour mieux ajuster ces lieux-là. Et ensuite, il y a le troisième projet d'atelier thérapeutique et d'hôpital de jour sur le site du centre Gilbert Raby à Meulan en Yvelines, qui a été fait aussi avec la Fondation L'Élan Retrouvé, donc suite à l'expérience de l'hôpital de jour de Chevilly-Larue. Et donc là, l'idée en fait, c'était d'avoir un bâtiment qui permette de lier 4 programmes, donc un hôpital de jour, des ateliers thérapeutiques, une laverie accessible directement pour les patients, et une pharmacie, et en fait d'articuler différentes visions qui allaient être portées par des thérapeutes qui viennent à temps partiel en fait dans ces structures, donc c'est très mouvant aussi. Il fallait prendre en compte plusieurs voies, plusieurs approches et plusieurs sensibilités, on va dire. Et donc l'idée qui a été un peu matérialisée, c'était d'avoir un espace liant, donc dans le cadre de ce projet c'est une rue intérieure bioclimatique centrale qui fait 4 mètres, qui a une épaisseur particulière pour lui donner un autre statut et permettre d'autres usages dans cet espace qui est situé au cœur du bâtiment. Et donc cette rue-là, on a des parois en briques de terre crue, donc c'était un travail qui avait été fait avec l'usine Cycleterre qui était située à Sevran, et on a une structure en bois. Et le bois il est utilisé dans diverses essences, donc que ce soit en façade ou en structure à l'intérieur du bâtiment. Voilà, avec cette conviction que plus le bâtiment s'intègre dans son environnement et respecte la santé aussi de son site, ça permet une meilleure intégration des personnes dans leur milieu, une confiance commune. Donc voilà, c'est comme ça qu'ont été menés ces projets. Comment aujourd'hui à l'atelier on se sert de la plateforme. C'est vrai que quand on s'est rencontré avec Elisabeth, aujourd'hui à l'atelier il y a un programme de recherche qui a été lancé sur ces liens entre architecture et psychiatrie. Donc on étudie en fait la concomitance de l'évolution des typologies bâties avec l'évolution en fait, des formes de soins, donc depuis le 19e siècle jusqu'à aujourd'hui.
C'est une étude monographique sur 8 établissements, mais il y a aussi en fait un travail de référencement qui a été commencé depuis 1 an et demi, une accumulation en fait d'un corpus de lieux pour explorer en fait ces évolutions. Et on s'est rendu compte qu'on avait des références communes et que même nous, au sein de l'agence, on se posait la question de comment on allait restituer ces références-là à l'ensemble de l'équipe. Comment, en fait, ce qui se passait dans la recherche, parce que moi je suis seule à l'agence à travailler sur la recherche, comment ça allait pouvoir servir les projets à l'atelier et créer une culture commune au sein même d'un petit espace où on est un peu plus de 20. Et cet outil-là, il nous fait beaucoup réfléchir, il nous apporte une méthode et une structure pour justement référencer les projets de la même manière. Allez-y. Je sais pas si je peux. Qu'est-ce que... Par exemple, nous, les projets, ils sont... Je peux te laisser, mais c'est plus dans le développement. En fait, tu nous as partagé une fiche qu'on pouvait compléter. Et par exemple, dans la fiche des transformations pour des projets de transformation spatiale, donc c'est vrai que ça permet de comprendre toutes les strates d'un projet architectural, notamment des acteurs et des actrices qui ont participé, ce qui est assez fondamental parce que d'un coup, ça ouvre sur tout un réseau de personnes concernées, de classer aussi le projet suivant ses mots-clés. Nous, c'est une méthode qu'on a adoptée depuis qu'on a fait cet exercice sur ces 3 projets-là, ces 3 premiers projets. Je montre là ce qu'on donne, en fait, ce qu'on ne voyait pas sur la plateforme, c'est ce qu'on donne en fait, pour toutes les personnes qu'on sollicite, comme la trame de rédaction de la fiche. Et c'est des fiches qu'on peut télécharger en fait, sur la plateforme. Et donc ceux qu'on sollicite remplissent ces différents critères, ce qui nous permet aussi d'avoir, même si c'est avec toutes les limites, donc ça pose une dimension comparative, c'est-à-dire qu'à chaque fois, pour chaque objet, on renseigne les mêmes références, enfin, les mêmes données. Donc ces fiches-là, vous pouvez vous-même, s'il y a des projets, s'il y a des expériences pédagogiques que vous avez menées ou dans lesquelles vous étiez, nous proposer certains projets à recenser et compléter ces fiches-là. Donc elles sont accessibles à tout le monde sur la plateforme. Et peut-être ce qui est important, peut-être pour rebondir sur ce que tu dis, Léonie, c'est, et ce qu'a ici déjà évoqué Stéphanie, c'est la manière dont la porosité au fait, qu'il y a entre ce travail de recherche, le travail de praticien, même si là, ça pourrait être prolongé, comme tu dis Emmanuel, mais aussi surtout l'enseignement. Et c'est vrai que nous, il se trouve que ce sujet-là de psychiatrie est arrivé dans nos enseignements, et plus particulièrement maintenant dans le mien. Et cette fameuse liste dont tu parlais de référence, elle a été aussi introduite dans le cadre de l'enseignement, et les étudiants ont pu travailler là-dessus, l'alimenter, rédiger des préfiches, et donc tout le temps c'est un travail quand même qui reste collaboratif, et ça permet aussi peut-être d'offrir un spectre, peut-être qu'on demandera tout à l'heure à Lucie, puisqu'elle est encore étudiante, ça permet aussi peut-être d'élargir pour vous, futurs architectes et encore étudiants, de spectre de ce qui est possible à faire dans le champ architectural, que ce n'est pas forcément à travers uniquement la pratique de la conception tout de suite qu'on rentre là-dedans, que la recherche aussi est une partie inhérente au sein même peut-être des structures d'agence. Peut-être sur cet aspect justement d'enseignement, Cyril, on va peut-être venir à ta participation. Cyril a beaucoup est très visible sur notre plateforme parce qu'il est publié forcément par la thématique, puisque sur des questions de réfugiés, sur des questions de migration, sur la manière sur les démarches participatives, ça fait des années qu'il travaille là-dessus, qu'il introduit à la fois dans sa pratique d'architecte, mais aussi dans les enseignements. Donc quand on va taper son nom, vous allez voir beaucoup d'objets qui vont apparaître. On ne va pas parler de tous les objets. Donc voilà, et puis ça apparaît parfois aussi dans les références d'autres qui font à ton nom. Donc forcément, ce n'est pas que des affiches que tu as rédigées. Peut-être qu'on peut... Dis-moi lesquels tu veux qu'on ouvre. Peut-être celui-là. Celui-là, la ville accueillante. Ouais. On va commencer par les recherches, parce que c'est une recherche commune, plusieurs auteurs. Oui, ça avait été un... alors, en gros, comment nous on s'était retrouvés là-dedans, c'était parce que je m'occupais du DSA architecture et risques majeurs. Et en fait, assez vite,
on a vu la corrélation qu'il pouvait y avoir entre la question du risque et justement la précarité. Hein, parce qu'un risque, c'est toujours le croisement d'un aléa et d'une vulnérabilité. Et en général, quand la précarité est forte, la vulnérabilité est forte. Et donc, ça a pris plusieurs formes et assez vite, il y a eu des travaux en Île-de-France, dans des bidonvilles d'Île-de-France. On travaillait justement avec le collectif Le Pérou au début, dont tu parlais tout à l'heure. Et puis, peu à peu, les problématiques ont pris plus d'ampleur. Il y a eu une chose qui s'est passée à cette époque-là, c'était une des premières grandes crises de l'accueil en Europe en général et en France en particulier, avec l'explosion de la guerre en Syrie. Et tout d'un coup, il y avait beaucoup de gens qui arrivaient en Europe. D'ailleurs, on en a accueilli relativement peu en France par rapport à des pays comme l'Allemagne, mais ces questions se posaient en tout cas. Il y a eu un premier travail qui avait été fait dans la jungle de Calais. Alors ça se faisait beaucoup avec le DSA architecture et risque majeur. On avait établi un relevé architectural et social de la jungle de Calais. La jungle de Calais, c'était un lieu, c'était le plus grand bidonville d'Europe continentale, puisqu'il y avait 10 000 habitants quand même dans cette jungle. Alors c'est un mot d'ailleurs très négatif, mais on s'était justement, ces travaux de relevé avaient montré que c'était malgré tout un lieu d'accueil où les gens se sentaient plutôt bien, et même plutôt mieux, par exemple dans des lieux qui avaient été proposés pour eux par l'État, mais qui avaient été construits avec les mauvais outils, qui étaient parfaitement aux normes architecturales, aux normes de confort architectural, mais les gens préféraient rester dans la jungle de Calais. Alors ça posait pas mal de questions, et on voyait qu'il y avait quelque chose à repenser. Alors il y avait deux villes qui faisaient point de focus dans les années 2015 à 2018, c'était Calais et Dunkerque à côté, une banlieue de Dunkerque qui s'appelle Grande-Synthe. Et autant il y avait des politiques qui étaient plutôt hostiles à Calais, autant le maire de Grande-Synthe, qui s'appelait Damien Carême, avait, un peu d'ailleurs suite à des rencontres qu'on avait fait avec lui, décidé de construire un lieu d'accueil. Et en fait, on avait été pris de vitesse par les événements et on était parti avec Médecins sans frontières et la ville de Grande-Synthe pour dire on va construire un lieu d'accueil humanitaire dans la ville. Et avait émergé cette question qu'on n'avait pas tellement d'outils pour penser ça. Et cette recherche s'était faite un peu en marchant, avec le travail des étudiants, avec différents acteurs. Il y avait des gens de l'EHESS, il y avait des gens de l'école urbaine de Lyon. Il y avait beaucoup de gens qui réfléchissaient, et l'idée de la ville accueillante, c'était une recherche-action pour faire émerger un ouvrage, une espèce de manuel d'architecture et d'urbanisme pour la ville qui saurait faire place au dernier qui arrive. Et donc c'était cet ouvrage, d'ailleurs que vous pouvez toujours trouver, vous pouvez soit l'acheter, mais vous pouvez aussi le charger gratuitement sur le site du CEREMA, il est en PDF, et donc il y avait des anthropologues, des géographes, des sociologues, même des historiens, et puis des architectes et des urbanistes qui avaient fait tout un travail justement un peu pour se dire mais que serait la ville accueillante. Et je vous invite à le regarder parce que pour des étudiants je pense que c'est pas mal, ça avait été pensé notamment pour des étudiants parce que il y a des pensées un peu de haut niveau on va dire, etc. Mais à la fin vraiment on tendait vers des recettes ça se voulait un peu à la fin être un peu des recettes de cuisine, des modèles qui étaient proposés et qu'on pouvait articuler entre les modèles. Donc ça c'était effectivement un lieu où on a réussi à articuler la pédagogie, l'action et la recherche au sein de l'école. C'était passé à autre chose. Peut-être, non Est-ce que tu l'as évoqué? Oui. Alors je sais plus très bien ce qu'il y a du DSA. Ah oui, alors ça c'est un truc, j'aimerais bien qu'on en fasse d'ailleurs quelque chose. Parce que en fait, on avait eu une certaine visibilité avec ce qui avait été fait par le DSA à Calais. Et on a été contacté en 2015 par
un endroit, je vous ai dit tout à l'heure que la jungle de Calais, c'est le plus grand bidonville d'Europe continentale, mais le plus grand bidonville d'Europe, il n'est pas à Calais, il est dans une région dite ultra-périphérique qui s'appelle Mayotte. Mayotte, il y a 300 000 habitants et la moitié de ces gens, de ces personnes habitent dans des bidonvilles. Et donc on a été contacté par des gens qui travaillaient à la ville de Mamoudzou dans un projet de renouvellement urbain. Ils avaient vu ce travail qu'on avait fait à Calais et à Grande-Synthe et ils nous ont demandé de travailler sur Mamoudzou, enfin Mayotte en général et Mamoudzou en particulier. Et donc il y a un travail qui a été fait avec les étudiants du DSA. Alors les notions de risque, elles sont variables, les aléas sont très variables. Par exemple à Calais, il peut y avoir le froid, il peut y avoir le vent, il peut y avoir la police aussi. Et puis à Mayotte, alors là, il y en a encore d'autres parce que il y a des cyclones, il y a des tremblements de terre, il y a des glissements de terrain, il y a aussi la police qui est un vrai risque en fait, pour les populations. Et il y avait un travail à faire. Et donc on a développé une forme d'atlas, en tout cas la ville de Mamoudzou, qui est la capitale enfin la ville la plus importante de Mayotte, et il y a plein de bidonvilles tout autour, et on y a été année après année avec le DSA, on y a été 58, et on a établi une forme d'atlas des bidonvilles de Mamoudzou. Et donc, tout ça, bien sûr, dans l'objectif de se fournir des outils de travail pour faire baisser les vulnérabilités et donc les risques. Et donc ça, c'est un des exemples de ces quartiers qui ont été relevés par les étudiants avant de déboucher sur des propositions urbaines et architecturales, souvent à bas coût, parce que justement les outils à la française qui reposent toujours sur des grosses infrastructures, des gros travaux, ne sont pas tellement adaptés à ces lieux. Donc, ça, c'est ce qu'on avait développé à Mayotte. C'est des travaux qui sont toujours en cours. En gros, pour vous dire les outils généraux, et quand on dit ça, c'est des outils qu'on n'a pas inventés, c'est des outils qui sont connus, qui existent dans des pays d'Amérique latine, qui existent même, qui avaient déjà été théorisés d'ailleurs à la Martinique par un grand urbaniste qui s'appelle Serge Letchimy, qui était l'adjoint au maire d'Aimé Césaire. Et en gros, l'idée, c'est de se dire, mais un bidonville, en fait, la meilleure manière d'en sortir, c'est pas de le raser et de construire des logements, parce que ça à côté, ça marche jamais, parce que y a un travail sur la sociologie des lieux, sur la compréhension des lieux, sur l'économie des lieux, sur les relations entre les gens, sur la manière d'habiter l'espace, qu'on n'arrive pas à retrouver dans le logement social, parce que les règles d'ailleurs du logement social ne le permettent pas. Et donc il y a des outils différents de travail sur les quartiers spontanés, ou bidonvilles, qui existent. Et donc, en gros, ces méthodes, c'est toujours un petit peu les mêmes, c'est d'amener des réseaux, de créer des espaces publics, de créer des cheminements, et de donner de la place. En fait, c'est des outils qui avaient été théorisés sur la ville il y a très longtemps. On reprenait même des écrits sur la ville de gens comme Aldo Rossi, en fait, qui avaient regardé les villes romaines, mais on voit que dans les bidonvilles, finalement, ces mêmes mécanismes sont à l'œuvre. Et donc, ce sont des travaux qui reposent là-dessus, et puis après, sur l'accompagnement des gens, sur l'autoconstruction encadrée et la reconstruction des lieux. Puis je vois là qu'il y a Miro, qui en est en master, et on travaille de la même manière. On travaille plus près de nous aussi, à Marseille actuellement, dans des squats marseillais, sur, pareil, l'intégration à la ville de ces lieux, qui deviennent peu à peu des lieux urbains. Alors c'est souvent lié à des politiques locales, mais à Marseille, il y a des élus locaux qui sont très engagés et ouverts à ça. Et finalement, là, on est dans
le petit squat sur lequel on travaille, il est en plein centre d'un quartier qui s'appelle la Belle de Mai à Marseille. Et on voit qu'il y a un regard favorable de la mairie par rapport à ça, et que ce lieu qui est un lieu de fermeture, qui pourrait être vu comme un lieu de fermeture, peut être aussi un lieu d'ouverture et d'animation du quartier, de renforcement du quartier. Donc ça c'est une chose, mais je te l'enverrai pour ta chose, ce qui me semble important sur la plateforme, d'éclairer au fait toutes ces expériences pédagogiques, parce que c'est vrai qu'on est tous en tant qu'enseignants, je pense, confrontés au fait, une fois qu'on a produit on a dirigé les enseignements, on n'a jamais eu le temps de les classer ou de les rendre visibles, parce que ça suppose ça aboutit à des publications. Et c'est vrai que cette manière en fait, de se dire que cette plateforme pourrait peut-être à terme, c'est pas totalement encore le cas aujourd'hui, servir aussi de ce lieu de dépôt de toutes ces expériences, de conservation de ces expériences, parce que encore une fois, on voit très bien à quel point c'est important d'avoir ces références-là pour à la fois pour agir et pour convaincre qu'on peut à la fois enseigner sur ces sujets-là, emprunter et échanger les outils. Je pense que c'est extrêmement... C'est pour ça qu'effectivement, cette partie, non seulement de publication des travaux personnels que tu fais dans l'agence, mais l'expérience pédagogique me semble essentielle à éclairer, et au-delà de ce que tu fais déjà, et au-delà de ce que quelqu'un fait déjà. Pour faire une transition, du coup, vers justement l'importance de ça, vers, à la fois de ces thématiques-là, et de l'importance de les éclairer sur notre plateforme Architecture et Précarité. Donc, je vais passer peut-être au travail qui a été fait par Lucille Bernard. Tu vois, j'ai mal écrit ton nom, pour quelle raison. Alors, Lucille, je recontextualise très vite, parce que Lucille, il se trouve que les différentes questions qui ont été abordées auparavant, au moins deux, ont été importantes, puisqu'elle a déjà travaillé au sein de mon studio de projet, d'une part sur la question de l'accueil des mineurs non accompagnés au départ, et ensuite sur la question de l'autisme. Donc elle est bien familiarisée, enfin moi, en premier temps, avec ces questions-là, et c'est un peu dans cette suite logique aussi, je pense, de cette sensibilité à son questionnement personnel sur comment aborder en tant que futur architecte le travail qu'il attend au sein de l'agence, qu'elle a élaboré son mémoire au sein de mon séminaire, qui porte à la fois sur l'architecture en terre, qu'elle a découvert, elle va en parler, et sur la notion du care qui est omniprésente évidemment lors de nos échanges et j'ai envie de dire, dans vos trois travaux, même si peut-être toi, Emmanuel, tu n'utilises pas nécessairement d'une manière explicite le terme du care, mais le cas c'est évidemment, je pense, plusieurs de tes réalisations. Il n'est pas très joli, d'ailleurs. L'avantage aussi de pouvoir nommer des choses comme ça. Lucie, à toi, oui, donc moi, ça fait longtemps que je m'intéresse à la question du soin et surtout de la valorisation aussi du vulnérable dans l'architecture. Et donc, une façon de rendre compte de cet intérêt, donc c'était par mon travail de mémoire de master, donc présent sur la plateforme, dans lequel en fait je m'intéresse à la philosophie de l'éthique du care, donc, qui est développée à partir des années 1980 aux États-Unis et ici appliquée à l'architecture et par le prisme là de la construction en terre crue. Donc en fait, évidemment ce sujet pour moi il s'inscrit dans le contexte actuel de crise environnementale et sociétale qui, selon moi, remet en question aussi nos rapports plutôt de force et de domination qui nous lient, soi-disant, les uns aux autres. Et donc, c'est donc face à cette crise que, selon moi, on pourrait mettre en lumière d'autres liens plus invisibles qui tissent notre monde, qui sont ceux du soin et du souci de l'autre. En fait, c'est une façon d'appréhender le monde qui fait écho à l'éthique du care, qui, en tout cas, je vais donner la définition, donc qui est définie par la politologue américaine Joanne Tronto comme une activité générique qui comprend tout ce que nous faisons pour maintenir, perpétuer et réparer notre monde, de sorte que nous puissions y vivre aussi bien que possible. Donc, l'architecture, dans cette transformation et réparation, évidemment, elle a un rôle primordial puisqu'elle produit nos habitats d'aujourd'hui et de demain, et donc influence toujours a posteriori nos manières de vivre.
En fait, c'est l'exposition Soutenir au pavillon de l'Arsenal que j'ai découverte en 2022 et qui témoigne de l'importance de lieux de soins dans la ville, qui m'a permis d'aborder le Caire au-delà de la philosophie ou de la sociologie, mais sous l'angle de l'architecture. Donc on sait tous que depuis la fin du 19e siècle, l'architecture elle prend forme à travers différents matériaux de construction qui ont permis de construire vite et massivement à très grande échelle et aux quatre coins de la planète. Mais évidemment aujourd'hui, certains de ces matériaux sont vivement critiqués pour leur impact écologique néfaste sur tous les êtres vivants, venant davantage détruire de plus en plus notre monde que le réparer. On voit alors réapparaître, et ça depuis à peu près 30 ans, des techniques constructives et des matériaux de construction ancestraux qui ont été longtemps oubliés ou délaissés, comme notamment la terre crue. Il y en a d'autres évidemment, mais je me suis intéressée surtout à la terre crue. Donc en fait, dans ce mémoire, je pars ainsi de l'hypothèse que l'éthique du Caire et la construction en terre crue seraient peut-être deux outils pour aider à perpétuer et prendre soin de notre monde. Donc la question principale que je pose est donc dans quelle mesure la mise en œuvre et la pratique de la construction contemporaine en terre crue en France participent-elles à l'émergence d'une architecture du Caire. Et évidemment, j'ai dû me poser plein d'autres questionnements avant d'en arriver à cette problématique. Déjà, ce que c'était la terre crue, parce que je connaissais vraiment pas du tout ce matériau. Comment elle était mise en œuvre. Quels seraient aussi les liens entre éthique du Caire et construction en terre crue, qui sont deux notions, en tout cas, au domaine d'études et d'application a priori très distincts. On a du mal à avoir le lien de prime abord. Et au-delà de la terre crue, du coup, quelle serait alors une architecture du Caire, une architecture du soin, et qu'est-ce qui freinerait actuellement le développement de cette architecture dans notre société. Donc en fait, le mémoire, il s'appuie sur des ouvrages évidemment philosophiques, donc de Joanne Tronto, de Cynthia Fleury, de Jérôme Denis et David Ponty, ainsi que de Philippe Simet, mais aussi sur des ouvrages plus techniques, sur la construction en terre crue, écrits par Hassan Fati, Jean Dethier et évidemment le laboratoire de recherche Cratère à Grenoble. Donc en fait, le corpus aussi personnel qui est mobilisé, c'est principalement aussi de l'ordre de l'expérience, qui est en fait ma participation au workshop Terre, Femmes et Savoir-faire, vu qu'on voit les photos ici. Du coup, aux grands ateliers de l'île d'Abo, donc aussi pas loin de Grenoble, dont le thème en fait cette année-là était prendre soin du corps et du bâti. J'ai aussi réalisé des entretiens donc avec 3 architectes, dont Gaston Tolida de Gilliland. Donc c'est des architectes qui ont travaillé ou travaillent toujours avec la terre crue, qui m'ont permis en tout cas de rendre compte de l'attrait de ce matériau actuellement pour les architectes, et aussi de l'éthique de travail qui était souvent associée à son utilisation. Donc à quelle conclusion j'ai pu donc arriver? Alors évidemment, l'éthique du Caire et la construction en terre crue partagent des valeurs communes, à savoir le faire ensemble, le fait de valoriser le lien à l'autre par un travail collectif, mais aussi par un engagement corporel, voire moral, envers l'autre ou la matière. Et cela demande en fait une prise de responsabilité de celui qui réalise le travail de care, de soins, ou celui de la terre crue. Et enfin, un point commun qui était assez évident, et qu'il a fallu aussi démontrer, qui était du coup la réalisation d'un travail de soins qui passe par une patience, une attention fine aux matériaux, aux choses et aux autres, qui inclut maintenance, réparation et ménagement. Donc au-delà aussi de la construction en terre crue, le Caire appliqué à l'architecture, donc l'architecture du Caire, en tout cas elle n'est pas caractérisée que par l'emploi spécifique d'un matériau. Là on sort un peu juste du contexte de la terre crue. Elle se caractérise en tout cas par une manière de concevoir et de construire, par une éthique, des valeurs morales. Elle participe en fait à orienter son attention vers la préservation, la maintenance, le soin du vulnérable et le souci de ce qui nous entoure, comprenant le vivant tout comme le non-vivant. Et donc elle s'oppose au système actuel de la société qui est guidé par une quête quand même incessante de performance, de profit et d'intérêt plutôt individuel. Et d'autre part, elle est conçue pour accueillir et soutenir les états psychiques et tout comme physiques aussi des vivants. Donc c'est ce que j'ai pu aussi identifier dans le travail de l'atelier Tolida de Gilliland.
En fait, c'est créer des espaces contenants, donc on en parle pas mal en psychiatrie, des espaces contenants, enveloppants, rassurants, plutôt que détenants ou contraignants. Et donc cela passe par une attention fine à la matière, aux matériaux employés. Et donc ça me semblait évident que la terre crue, en fait, par sa mouvance, son organicité, sa texture et sa chaleur, aide à la conception de ce genre d'espace soutenant. Donc en fait, j'ai pu aussi identifier qu'on peut dire que l'architecture du Caire, qui est quand même le Caire, il y a plein de traductions possibles de ce mot, il englobe vraiment plein de notions. Mais en tout cas, cette architecture, elle peut aussi se cacher derrière d'autres termes. On peut parler d'architecture frugale, car elle valorise aussi le réemploi, le faire aussi ce qui est juste et pas forcément en faire aussi trop. Une architecture inclusive, alors par le fait qu'elle prône le faire ensemble et la pensée collective, mais aussi parce qu'elle parce qu'elle considère tous les genres et corps existants dans le monde vivant. Une architecture qu'on peut dire aussi soutenante ou de la relation, car elle est support de soins et de soutien à la vie. Et enfin, une architecture responsable, car l'attention à autrui et le souci de soutenir la vie plutôt que venir un peu l'endommager, selon moi, pousse à un engagement total de l'architecte et à une responsabilisation. Cynthia Fleury aussi en parle beaucoup, il n'y a pas vraiment de réel soin sans prise en charge et donc sans assumer une certaine responsabilité aussi. Et donc je finirai par évoquer le fait que cette architecture elle peine à se développer dans le système actuel car elle doit faire face à de nombreux freins, donc je ne vais pas tous les citer, mais en premier il y a la non-mixité des représentants du milieu de la construction et qui passe notamment par la sous-représentation des femmes. Aussi la non-conventionnalité des matériaux biosourcés qui sont quand même plus porteurs de care, de soins, qui compliquent leur utilisation. On a aussi la formation des futurs architectes qui ancrent encore difficilement, mais ça évolue dans le bon sens, ces enseignements dans la réalité économique, sociale, politique et relationnelle du projet. Et enfin le système standardisé de la construction qui privilégie quand même plutôt la quantité à la qualité et qui empêche la création d'architectures capables de s'adapter à leur environnement. Donc on peut dire qu'il y a une discrète émergence de l'architecture du Caire grâce à la valorisation croissante d'anciennes de nouvelles manières de construire. Cependant, elle est, on va dire, loin d'être démocratisée car elle est difficilement encore adaptée au système actuel. Et donc ce serait aussi démocratiser cette architecture, ce serait aussi remettre en question plus globalement le système sociétal actuel. Et donc, notamment, je trouve que c'est vachement en lien avec cette plateforme, mais on parle aussi de reconnaître l'importance du soin. Et donc, ça passe par la valorisation des acteurs du soin. Et donc, c'est rendre visibles ces métiers qui sont très précaires et donc souvent exercés par des populations plus discriminées, que ce soit issues de l'immigration ou des femmes. Et donc c'est pour ça que c'était bien en lien avec cette plateforme, puisque c'est l'idée de rendre visibles les actions, les recherches qui existent autour du soin aux vulnérables et donc à toute forme de précarité. Merci Lucie. Avant d'ouvrir les questions ou les commentaires à vous, ce qui est intéressant en écoutant tout le monde, c'est que en réalité nos mots-clés à nous proviennent d'Archirez. C'est un lexique qui existe et qu'on a repris pour instaurer des mots-clés qui permettraient à tout le monde de faire des recherches à partir de thèmes déjà identifiés et définis. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une constellation de mots qui viennent dessiner ces architectures et précarités et qui vont sûrement changer avec les années, avec des thèmes, je ne veux pas dire à la mode, mais qui sont quand même aujourd'hui quelquefois instrumentalisés, d'autres fois des injonctions, enfin qui sont là dans les milieux politiques et sociaux dans lesquels on vit, mais ça serait intéressant d'avoir un genre d'onglet avec des... Je tripe toute seule, avec une genre de constellation qui nous permettrait de naviguer entre ces différentes notions. Mais on aimerait bien vous entendre à vous. Je peux juste dire à réagir à ce beau travail. Mais c'est marrant quand même de voir dans tout ce que tu as dit là, le glissement, je suis d'accord avec
enfin, je ne critique pas tout le fond, mais quelque part, le thème principal de nous, architectes, c'est ça. Il n'a pas besoin de s'appeler le care, il n'a pas besoin de s'appeler la sensibilité, il n'a pas besoin de s'appeler l'empathie. On est directement, en tant qu'architecte, en principe, en prise directe avec ça. Et voilà, mais c'est bien ça. Quelque part, ça c'est peut-être non, mais soit ce dans qui... le discours, soit dans les... Oui, je pense qu'encore une fois, l'accès à la commande ne fait pas du lien. Je pense que l'accès à la commande fait des grands blocs de type d'agence, de type de projet, etc. Mais que aussi, attention, je trouve, au discours un peu que j'entends là, comme si il y avait cette histoire du care et puis d'autres choses. Et alors qu'il me semble tout ce que tu as dit, si on retire ce mot care et qu'on dit simplement attention au projet, attention à l'autre, on est dedans, on est dans le sujet. Oui, bah, c'est sûr que le CARE, c'était surtout une excuse aussi pour aller vraiment... un prétexte pour aller vraiment développer cette question du soin, mais je pense que c'était surtout par le constat qu'il y avait quand même aussi beaucoup d'architecture qui ne faisait pas du bien. Oui, donc, oui, à partir du moment où faire du bien en architecture, dans un beau projet, un projet bien, il y en a d'autres qui ne soutenaient pas quelque chose, en tout cas, de l'ordre du soin, quoi. Mais oui, en soi, c'est un peu ça le fondement. Ouais. Après, il y a d'autres questions. Il y a celle du déterminisme spatial, donc jusqu'où l'espace a la capacité de résoudre ou pas. Et ensuite, il y a la question de à quel moment les architectes se sont aussi éloignés de ces notions de care, finalement. Et dans quel contexte et pourquoi. Mais c'est un fait aussi qu'effectivement, tous les architectes ne se revendiquent pas très careful ou attentionnés. C'est pour ça que dans une école d'archi, ça me paraît bien important de parler avec beaucoup de force. Parce qu'encore une fois, c'est toujours sidérant de voir. J'avais été à un colloque, parce que j'ai fait des bâtiments de psychiatrie aussi, à un colloque où il n'y avait que des psychiatres, et je suis arrivée en avance, et je passais à la fin de la matinée, je devais intervenir, et j'ai cru que j'étais un collègue d'urbaniste. Tous les mots, toutes les questions qui étaient posées par ce groupe de psychiatres, c'était à Lille, étaient complètement des questions urbaines, architecturales, paysagères, politiques bien sûr dans le fond, mais c'était saisissant. Et vous donc? Oui. J'ai une question qui s'enchaîne bien avec ce qu'on disait sur les termes et sur la thématique archireste, sans ouvrir la boîte de Pandore du thésaurus et tout ce que ça implique. Est-ce que vous avez déjà eu des questionnements ou un flou relativement à ce que vous considériez architecture ou précarité? Tout le temps. D'habitude, on commence cette présentation par ça, et avec Elisabeth, on s'est dit tout à l'heure que on avait tellement parlé de ça, je me rappelle avec Laetitia et Elisabeth, et à chaque fois qu'on présente la plateforme, on commence par ça, qu'aujourd'hui, on n'allait pas le faire. Non, on n'avait pas dû, mais je trouve que c'est bien que la question ressorte. Je pense qu'effectivement, on vous a montré un peu presque le résultat, en fait, déjà auquel on est arrivé. Il faut bien imaginer qu'avant qu'on arrive à la recension, puis après, ensuite, à son passage à la plateforme, on a eu énormément de discussions sur le choix des catégories, des mots. Est-ce qu'il fallait par exemple parler de précarité, de précaire, de précariser? Est-ce qu'il fallait parler de vulnérabiliser ou vulnérabilité? Enfin, donc on a eu beaucoup d'échanges autour de ça, parce qu'évidemment les mots enferment aussi, enfin, ils catégorisent mais ils enferment, bien évidemment. Enfin, ils contribuent eux-mêmes à catégoriser. Et après, en fait, cette discussion-là, non seulement on l'a eu à la base, mais on continue à l'avoir entre nous. Et je pense qu'effectivement, tout le travail qui est fait à partir de cette plateforme, parce qu'on a l'intention de se prendre une année un peu de pause pour maintenant justement faire ce travail d'investigation que nous avions l'intention de faire au départ, mais qu'il est impossible de faire tant que cette recension existe. Et je pense que c'est à ce moment-là, effectivement, qu'on pourrait les reposer de manière plus consistante. Et en revanche, ce qui s'est posé comme question à un moment donné pour nous, c'est la question de l'outil et de la manière dont on arrive aux objets. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, effectivement, il n'était pas question qu'on prenne des mots en mots-clés qui soient les nôtres. C'est-à-dire qu'on les met lorsqu'on rédige, on met nos mots à nous, mais ensuite on les réintroduit effectivement dans une base qui pour nous était celle d'Archireste.
parce que ça permet effectivement de les rendre visibles. Donc effectivement, il y avait cette... C'est une très bonne question que tu soumets, parce que effectivement, comment garder les mots en usage et rendre compte de leur portée et puis de leur fréquence, durabilité, fréquence d'usage, etc. Et en même temps, avoir la possibilité de porter un questionnement sur leur usage. Donc, voilà, il y a effectivement ces deux dimensions qui étaient pas faciles à tenir. Et nous avons fait effectivement le choix de dire que ce travail-là, il se fait d'une part, il se fera d'une part à partir de cette masse réunie. D'autre part, il se fait au moment où on fait des présentations dans des colloques, il y a vraiment une réflexion là-dessus qui porte parfois spécifiquement sur les mots. Et ensuite, il y a effectivement cette question de comment on fait pour que cette plateforme soit reliée aussi à d'autres moteurs, enfin, d'autres bases de recherche et qu'elle soit elle-même visible. Voilà. Moi, je répondrai par une phrase, c'est qu'au départ, c'est une base de... Non, au départ, c'est une base de données. Et c'est ça l'intérêt. Pour moi, une base de données, elle survit à tout. C'est-à-dire que dans 10 ans, on peut repêcher tous les contenus et faire les liens différemment. Et du moment où on a les contenus, après les liens, on peut les démultiplier autant qu'on veut. Et c'est ça qui est... Mais la finalité de la question, c'est s'il y a eu un individu qui n'a pas été considéré assez architectural, ou il y a assez précarité, et qui n'ait pas pu trouver sa place parce que... Et si vous avez un exemple, à vous de nous le proposer, hein, parce que oui, effectivement, il y a un tas de choses, de sujets, de projets qui nous échappent complètement. Ah oui, peut-être sur cette question d'exhaustivité, je pense qu'il faut l'évoquer. On n'est pas du tout dans un projet qui vise l'exhaustivité, parce que on serait un institut, peut-être qu'on pourrait se poser ça comme visée, nous sommes 3. 3 avec quelques... Non, c'est important. Sans argent. Et c'est vrai que je pense que c'est... Oui, on avait... Là, on peut parler d'un an, on a eu un financement pendant 2 ans de la Caisse de dépôt et de consignation, qui était avant le passage vers la plateforme, et une partie de l'argent est allée justement pour payer les designers, pour les web designers, pour transformer la plateforme. Donc en fait, on est vraiment dans une toute petite économie. Et donc dans cette petite économie, et c'était bien que, enfin, tu l'as évoqué tout à l'heure Stéphanie, c'est que d'une part, on vise un petit peu ça, c'est-à-dire on se dit, la carte nous permet de dire, là vraiment, au début on était sur l'île de France, après par ricochet finalement on est allé sur d'autres zones géographiques, le fait qu'on maintenant on commence à éclairer d'autres zones géographiques, on se dit, bon là il faut vraiment qu'on mette l'accent sur l'Afrique, sur l'Asie, enfin suivant des sujets, ou suivant des projets, et en même temps il y a toutes les conjonctures en fait, qui font qu'effectivement à côté de ça on enseigne sur tel ou tel sujet, et c'est des occasions aussi ou des rencontres qui font qu'on va mettre des focales qui du coup vont forcément tout le temps déséquilibrer. On n'est pas du tout dans... On a beaucoup de choses sur la psychiatrie évidemment parce qu'on a beaucoup enseigné là-dessus, donc évidemment on va avoir, je ne sais pas, 18 projets sur la psychiatrie, et par exemple très peu de choses sur les étudiants, ou quasiment rien sur les ressources, l'accès à l'eau, et ça c'est un des chantiers qu'on envisage. Mais par rapport à ça, je pense que quelque part, c'est totalement illusoire d'être exhaustif. On s'est décomplexé là-dessus. Et puis même, je pense que ça n'a pas de sens parce qu'elle est en soi-même, elle enregistre aussi, enfin, je pense que c'est un peu tôt pour nous de faire finalement le recul critique, et on aimerait, c'est souvent l'année prochaine, on aimerait faire. Et ce qui est important, c'est que effectivement, elle enregistre en temps réel aussi, finalement, quelque part, nos propres peut-être préoccupations là-dessus, et les préoccupations sociétales. De fait, je pense que le mémoire de Lucille, quelque part, et donc le langage du temps. Tout à fait, les notions, le langage et les préoccupations. Dans 10 ans, cette constellation du projet change. Mais justement, je pense, parce qu'il y a un truc qui est vraiment important dans les thèmes qu'on évoque, c'est aussi comment les projets se font. Donc même quand on est assujetti à des concours, quand on a la chance de le gagner, on rentre en contact avec les équipes, il y a une belle aventure qui commence, tout le monde dans le même sens. Et ce moment-là, ces interlocuteurs nous aident à construire le projet, à avancer, à aboutir. Après, l'équipe
elle évolue, voire elle change. Et je trouve que ce serait vraiment intéressant d'avoir un retour, je ne sais pas si c'est N+10 de la vie du bâtiment, parce que dans ces bâtiments-là, on sait à quel point psychiatrie égale un psychiatre, et j'ai vécu cette expérience, allez-y les vitres, de toute façon s'ils veulent se défenestrer, ils le feront, donc moi c'est pas mon problème. Un autre psychiatre arrive dans le bâtiment, il met des murs en parpaing dans les baies vitrées, il ferme tout à clé, etc. Donc tout le projet s'est construit d'une certaine façon, il peut être tout à fait... Et d'autant plus dans ces sujets-là, c'est vraiment... Et par rapport à ce que vous dites, Emmanuel, ce qui est intéressant, c'est qu'on recense aussi des projets non construits, notamment de concours. Et là, justement, on peut rendre visible des réponses à certaines commandes qui n'ont pas été gagnantes, parce qu'elles remettent en question aussi des questions politiques que les politiques n'ont pas envie de porter aujourd'hui. Tout à fait. Donc, il y a ça aussi. Là, je crois que c'est celui-là. Il y a quand même aussi des... et c'est important parce qu'on parle avec des étudiants, mais il y a quand même d'autres manières aussi de faire l'architecture aujourd'hui qui ne passent plus par le concours. Et on voit tout ce qui est l'architecture par les collectifs ou les accompagnements. Les acteurs les plus connus, c'est Yes We Camp, où il y a un nombre non négligeable et d'architectes et d'anthropologues, sociologues, accompagnants, etc. Et où il y a une commande qui se dessine de manière très différente. Oui, tout à fait. Non, mais c'est aussi, enfin, je connais moins, mais je suis entièrement d'accord avec toi, c'est deux façons très différentes d'accéder au projet. Mais y a-t-il dans les Yes We Camp et tout ça des gros projets? Oui, parfois, très gros. Voilà, ils sont en train de reprendre, quand on arrive à Marseille, je sais pas ça marqué sur la droite, il y a un énorme bâtiment, 3e Empire, qui s'appelle la caserne du Mu. C'est la caserne des colonies pratiquement, tu vois. Et là, oui, ils vont gérer ce lieu, enfin, en tout cas, ça se décide assez fortement, qui va être un lieu d'accueil, etc. Et où le projet, justement, va complètement, et de manière... alors, tu connais ça, hein, il y a d'autres acteurs, il y a projet, plateau urbain, et il y a des nouvelles aussi, d'ailleurs, des nouvelles maîtrises d'ouvrage, comme qui s'appelle Belleville, ce qui me vient à l'esprit, où en tout cas justement on fait de l'architecture mais dans un processus global et où c'est surtout on se crée sa propre commande, c'est ça la... Enfin avec les utilisateurs, mais oui, bien sûr, mais c'est eux-mêmes qui créent la commande à partir d'un bâtiment existant, souvent délaissé. Voilà, c'est ça, et transformation et qui parfois prennent... ça peut prendre des comptes. Enfin, c'est pas... On va pas créer un hôpital. Non, mais parce que tous ces lieux psychiatriques et tout ça, c'est quand même beaucoup, c'est des gros morceaux. Parfois beaucoup trop gros. Mais là, on est dans de l'institutionnel et dans Yes We Camp, on est au contraire dans quelque chose de beaucoup plus moteur de ce que justement les politiques ont délaissé et ne peuvent pas porter. Donc effectivement, là, on adresse... Enfin, ça finit par être institutionnel. Ça finit par être Yes We Camp. L'académie du climat, au départ, mais peut-être c'est justement, ça me renvoie peut-être à ce que je disais, enfin ce qu'on disait au départ, qui était notre intention en fait pour cette plateforme, enfin avant même qu'elle devienne une plateforme, parce qu'en fait il y a d'autres plateformes qui existent en parallèle au moment en fait on avait commencé à le créer. Il y a évidemment la preuve par 7, il y a aussi tout le travail de topophile, en fait on était un peu en parallèle, on n'a pas créé les mêmes outils, parce que ça n'a pas abouti aux mêmes objets, mais on était effectivement très contemporains en fait dans notre désir de rendre visible, on sentait bien qu'il y avait... Mais je pense que là où on s'est positionné, peut-être plus que par exemple si je compare à Topophile ou d'autres lieux comme ça, c'est qu'on voulait rendre visible des choses très différentes. C'est-à-dire que c'est là où en fait, je pense qu'on est... et c'est pour ça d'ailleurs, d'identifier ces différences. Oui, en fait, on les montre aussi dans l'onglet plateforme et collectif. Ah oui. Et c'est vrai que finalement, je pense que s'il y a une particularité à la plateforme, c'est que on s'est vraiment mis un peu, je dirais pas en retrait, mais on a considéré qu'on ne va pas renseigner une catégorie de projets, que des démarches alternatives, que des démarches nouvelles, émergentes, etc. Mais qu'on va vraiment regarder par la question de la précarité et vulnérabilité qui peut avoir des formes et des lieux de conception et de mise en œuvre extrêmement différentes. De l'institutionnel, effectivement, avec des institutions lourdes comme les hôpitaux
et qui sont peut-être dans des formes de conception, entre guillemets, classiques, et jusqu'aux objets, voilà, comme toi tu en fais, qui sont effectivement des montages avec des formes coopératives. Et je pense que c'est peut-être ça qui, enfin, nous semble dans tous les cas important, c'est-à-dire que nous, on n'est pas une plateforme militante, au sens où on n'est pas en train de dire c'est ça qui est juste, mais c'est plutôt de rendre visible la variété des démarches, la variété des objets, la variété des thématiques, et que sur le même sujet, si je reviens au mot-clé avec précarité, etc., on a avoir une variabilité de réponses. Donc, non pas que nous-mêmes, on ne puisse pas se dire, on se positionne plutôt nous, quand on serait dans notre pratique ou dans un enseignement, plutôt dans telle filiation, dans telle proximité, dans telle sympathie, mais dans une vision quand même de faire cette photographie finalement d'approches différentes. Je ne sais pas si on y arrive, mais je pense que c'est quand même comme ça qu'on l'a construit et qu'on essaye de ne pas justement voilà, déborder sur quelque chose qui serait de l'ordre d'une... Voilà, et ça répond un petit peu à ce que tu disais, parce qu'effectivement, le mémoire de Lucille, qui se questionne aujourd'hui, comme beaucoup d'étudiants d'ailleurs en EFS, ils se questionnent sur la manière de pratiquer. Est-ce que j'ai envie d'intégrer une agence entre guillemets de style classique, ou est-ce que j'ai envie d'aller plutôt vers un collectif? On est tout le temps face à ça en tant qu'enseignant aujourd'hui. En même temps, se pencher là-dessus, c'est peut-être effectivement une question qui va être très... qui vous situe dans cette période des années 2020, dans cette période d'incertitude, peut-être dans 10 ans, ce sera plus d'actualité, ou ce sera une autre actualité. Donc je pense que c'est important également d'avoir aussi cette photographie-là de la société, finalement, en train de se faire avec ces questionnements. Et ces mots-clés, ils permettent aussi d'absorber ça, de rendre ça. Je ne sais pas si je suis très claire, mais les questions que vous posez, elles nous mettent quelque part au défi de nous y mettre, enfin de mettre sur un mode pause et pendant un an peut-être vraiment faire un travail de décantation de tout ce qu'on a pu recueillir. Et je pense que la plateforme elle a des risques justement de faire du lien entre à la fois des formes plutôt plus institutionnelles de faire et des formes plus participatives, associatives, parce que comme tu le disais, en tout cas nous en tant qu'étudiants, j'ai un peu l'impression qu'à la sortie on se confronte à est-ce que je vais dans plutôt l'associatif, participatif, ou est-ce que je vais en agence, et je trouve que ce genre de plateforme permet de se rendre compte de qu'est-ce qui est bien de prendre chez l'un, qu'est-ce qui est bien de prendre chez l'autre, de voir après, de faire une union de tout ça, et de se demander c'est quoi la suite du coup pour les manières de faire, en tout cas en architecture. Bien, merci. Dans tous les cas, on vous incite, même si on va se mettre bientôt dans un temps de pause, si vous avez des choses ou des contributions à apporter, que ce soit du côté des enseignants, dans les expériences pédagogiques, que ce soit du côté des étudiants avec les mémoires qui parfois portent sur des sujets qui rentrent dans ces thématiques, on est tout à fait prêt de les publier. Enfin, on continue à réfléchir dans les agences. La recherche prend de plus en plus aussi d'importance. C'est important. Merci beaucoup. Merci.